Sophie. Rien de tel qu'une bonne tempête dehors pour se sentir calme dedans, non? Trita. Un peu. Pourquoi tu ne réponds jamais aux questions importantes? Sophie. Quand il y a une tempête en toi, comment fais-tu? Trita. Parfois, quand je suis en chagrin, je crie « Au secours !» Sophie. À qui? En 1995, j'ai eu l'idée de proposer à l'École des loisirs une collection théâtre. Ça paraissait à l'époque une idée totalement farfelue. L'une des raisons premières, je crois, qui m'a fait aimer la littérature dramatique, c'est un souvenir d'enfance. C'est le fait que lorsque je suis arrivé en France de Tunisie, je suis entré en 6e au lycée Jules Ferry. Et j'avais un professeur à l'époque qui était, comme on en a tous eu sans doute, un professeur plus qu'original, qui était même, que nous enfants, on traitait de professeur fou. Donc on disait que cette femme avait vraiment des problèmes, mais en même temps elle nous fascinait. Et elle nous fascinait pourquoi? Parce qu'elle arrivait en classe, elle avait une passion pour les oiseaux, elle arrivait en classe avec des oiseaux, dans des cages, et puis elle avait une passion très forte pour un texte de Maeterlinck qui s'appelle L'oiseau bleu. Et ce qui me fascinait énormément, c'est le fait que je n'y comprenais absolument rien, que c'était très très compliqué pour moi, arrivant d'un autre univers en plus, de pouvoir adhérer à une pièce et à une langue très particulière, très poétique, qui ne correspondait pas du tout à une narration telle que une narration à laquelle je pouvais par ailleurs être habitué. Et se dégageait de cette heure de français quelque chose qui me semblait magique, qui me semblait tout à fait extraordinaire. Et ça, je crois que c'est la première chose qui a été très importante, c'était que aussi pendant cette bulle dans laquelle nous étions, pendant cette heure-là, ça ne ressemblait pas à un cours de français, ça ne suivait pas les impératifs habituels des contrôles, être assis toujours exactement à la place qui nous était dévolue, être voilà, tout le temps angoissé à l'idée qu'on allait être interrogé, il n'y avait pas de leçons, il n'y avait pas toutes ces contraintes. Il y avait un moment pour nous qui était un moment d'extraordinaire liberté. Il y avait aussi le fait que nous parlions, nous disions le texte à haute voix, que nous entendions résonner ce texte, et voilà, ça a gardé pour moi quelque chose de... C'est une expérience vraiment dont j'ai un souvenir très fort. De cette expérience, en fait, j'en ai déduit plusieurs choses. D'abord que l'expérience théâtrale au sein d'une classe pouvait être quelque chose d'extraordinaire. Et puis la deuxième chose, c'est que le théâtre a été pour moi, en fait, dès le départ, l'expérience du texte, et non pas l'expérience du spectacle. Et à ce propos, il y a aussi une autre anecdote, c'est que la première fois que j'ai pu aller au théâtre, c'était pour aller voir Bérénice, qui était montée par Planchon. Je connaissais la pièce par cœur, vraiment je l'aimais énormément, et le rôle de Titus devait être joué par Samy Frey. Et lorsque nous sommes arrivés au théâtre, moi j'étais très ému, c'est la première fois que j'allais au théâtre, on nous a annoncé que Samy Frey ne pouvait pas jouer parce qu'il était malade, et il était remplacé par Planchon, par Roger Planchon, et là ça a été désastreux, parce que je m'attendais à avoir évidemment Samy Frey, et je me disais qu'il allait être sublime dans le rôle de Titus. J'étais adolescente, donc évidemment je trouvais qu'il était le personnage absolument adéquat pour jouer Titus. Et j'ai vu arriver un homme âgé, avec du ventre, enfin c'était terrible. Le fait de ne pas retrouver dans le spectacle ce que évidemment j'avais imaginé à la lecture de la pièce a été décisif. Lorsque j'ai commencé à réfléchir à une collection théâtre, j'ai dissocié presque immédiatement le texte de théâtre lui-même et le spectacle. C'est-à-dire que pour élaborer une collection théâtre, j'entendais toujours, mais il faudrait que la pièce soit acceptée dans la collection,
à condition évidemment qu'il y ait un spectacle derrière, ce qui se pratiquait assez souvent parmi les éditeurs de théâtre. Et moi, je suis parti d'un point de vue différent, c'est-à-dire que j'ai considéré que dès l'instant qu'une pièce était belle, je déciderais de la publier indépendamment du spectacle. Et par exemple, je prends un exemple, lorsque la pièce de Daniel Denis, qui aujourd'hui est sélectionnée par le ministère dans ses conseils de lecture, aussi bien en primaire qu'en collège d'ailleurs, lorsque cette pièce est sortie, elle n'était pas montée du tout, et depuis qu'elle existe, elle a eu de multiples mises en scène. Ceci m'amène à une constatation très simple, c'est qu'une pièce, si elle est bonne, peut donner un spectacle excellent, voire nul, mais une pièce, si elle est bonne, tôt ou tard, elle trouverait un metteur en scène qui la montrerait. La deuxième raison qui m'a amené à faire cette collection, c'est que je suis professeur. Donc depuis des années que j'ai été professeur en collège, en lycée et maintenant dans l'enseignement supérieur. Mais toutes mes expériences de professeur m'ont amené à découvrir que l'heure de théâtre que j'avais vécue lorsque j'étais enfant était un havre, une parenthèse extrêmement riche. Et ça, j'ai pu le vérifier des dizaines de fois. Lorsque je faisais du théâtre, par exemple, en collège et dans des collèges parfois difficiles, j'étais toujours très touché de constater que des élèves qui étaient complètement en retrait dans la classe, qui avaient des difficultés à l'écrit, qui maîtrisaient plus ou moins la langue, se révélaient dans cet espace qui était le théâtre, un espace que j'essayais toujours de rendre particulier, parce que lorsqu'on faisait l'heure de théâtre, par exemple, je disais aux élèves, bon là, c'est l'heure de théâtre, donc tous les cartables étaient mis dans un coin de la classe, on bougeait toute l'organisation de l'espace de la classe, on poussait les tables et tout ça, donc on préparait quelque chose qui était un espace qui allait être notre espace scénique. Et il ne s'agissait pas tant de jouer, mais de pouvoir, à l'intérieur de cet espace, en tenant le texte à la main, pouvoir s'adresser aux autres, dire un texte, et le faire avec cette idée que je l'adresse à quelqu'un d'autre. Et j'ai pu voir des enfants qui étaient extrêmement timides, vraiment, j'aurais jamais soupçonné qu'ils puissent s'emparer d'un texte et pouvoir le dire avec une telle joie, un tel bonheur. Et c'était souvent des révélations, c'est-à-dire des élèves qui étaient très bons, qui s'avéraient dans ces moments-là très maladroits, cabotins, qui apprenaient le texte par cœur et qui en faisaient des tonnes, et d'autres en fait qui s'emparaient du texte et des mots et étaient extraordinaires. Je me souviens par exemple notamment, parce qu'à l'époque il y avait très peu de théâtre contemporain quand j'étais prof en collège, enfin pour ainsi dire pas, et je me souviens d'un enfant qui était bègue, qui avait d'énormes difficultés et qui a travaillé un petit bout du Malade imaginaire. Et c'était tellement magique la manière dont il l'a fait que j'ai vu des représentations multiples du Malade imaginaire, mais que je n'ai jamais été aussi bouleversé que par la manière dont cet enfant avait dit le texte. Il était arrivé en classe avec une idée qui était géniale, c'était qu'à la place des médicaments d'argan, il était arrivé avec plein de bonbons. Il avait apporté des fraises tagada, des tas de trucs, des tas de bonbons qu'il aimait. Et pendant tout le monologue d'argan, il prenait ces bonbons et il les avalait. Et ça a été magnifique parce que dans la dynamique du groupe, quelque chose avait complètement changé. Et grâce à cette expérience théâtrale, cet enfant avait trouvé au sein du groupe une place qu'il n'avait pas du tout auparavant et qui lui a permis d'avoir confiance en lui et de progresser. Parce que soudain, tout le monde découvrait qu'il avait des qualités insoupçonnées. J'avais pas une épée, moi. Si, j'avais bien une épée, là. Elle est où, cette épée? Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? C'est un mystère, ça. Hein. Dès qu'on a le dos tourné, les épées disparaissent. Ça traîne pas longtemps, les épées. Il y a toujours un bras qui se trouve par là pour vous la faucher. Quand c'est les livres, jamais. On les retrouve toujours à la même page. Qu'est-ce qu'il y a donc dans les épées qu'il n'y a pas dans les livres?
Ce qui se passe à l'intérieur du groupe est toujours une source de richesse étonnante. On doit réfléchir, lorsqu'on lit une pièce de théâtre, à tout ce qui concerne la dramaturgie interne à la pièce, réfléchir au moment où un personnage apparaît et où il doit sortir de scène, réfléchir à ce qui se passe lorsqu'on est sur scène alors qu'on n'a rien à dire, réfléchir à tous les objets qui circulent à l'intérieur de la pièce, et bien entendu travailler la langue, la dire, en voir toutes ces variétés. Et là-dessus, ce qui m'a le plus frappé, je dirais, dans l'élaboration de cette collection, c'est la richesse des écritures dans le théâtre jeune public. C'est une richesse absolument inouïe entre Daniel Danis, Nathalie Papin, Catherine Zambon, Karine Serre. On a à l'intérieur de ce territoire qu'est le théâtre jeune public une exploration des écritures qui est tout à fait particulière. On trouvera aussi bien des références au conte, mais donc à l'imaginaire, mais on trouvera aussi du symbolisme, on trouvera du réalisme, on trouvera une très très grande liberté dans la manière de construire les didascalies. On va trouver une langue avec Olivier Py qui va être très très proche de la langue poétique. Ce qui s'est passé avec cette pièce, c'est un succès gigantesque, puisqu'on en est à bien plus de 100 000 exemplaires. Donc pour moi, c'était évidemment quelque chose d'extraordinaire, parce que ça m'a aidé évidemment à poursuivre la collection, mais au-delà de ça, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il faut faire confiance aux enfants, il faut leur accorder la possibilité, et avec le théâtre c'est vraiment possible, de pouvoir dire une pièce et de se laisser porter par la magie de la langue. Et j'ajouterais que souvent les réticences viennent des adultes, beaucoup plus que des enfants, parce que les enfants sont en quelque sorte, c'est pas un mot tout à fait exact, mais c'est celui que je trouve aujourd'hui, donc c'est pas très grave, mais ils sont habitués, du fait de l'évolution aussi du cinéma, des techniques de montage qui sont très rapides maintenant au cinéma, ils sont très habitués à l'ellipse, ils adorent les dialogues, voilà, donc c'est vraiment pour eux, et passer d'un espace à un autre, passer d'un temps à un autre, c'est quelque chose aujourd'hui qui est très facile pour eux, beaucoup plus à la limite que ça n'a pu l'être pour nous, hein, qui sommes, enfin en tout cas pour moi, qui suis nettement plus vieille qu'eux. Philippe Gautier par exemple, Philippe Gautier, il est capable, et ça me touche beaucoup, il est capable de parler de choses très dures, comme là, il met en scène des enfants qui sont victimes de mines antipersonnelles et qui se retrouvent dans un hôpital. Voilà, et il réussit, avec un sujet aussi tragique, à proposer non seulement une pièce qui est drôle, mais une pièce qui vraiment est un hymne à la vie. Et il montre que les enfants, quelles que soient les tragédies qu'ils traversent, restent des enfants, ont une capacité à rire et à jouer. Et ça donne ici, par exemple, une obsession sur leur partie de football, et le fait qu'ils doivent jouer au football, et comme c'est Noël, ils commandent tous des super jambes Lakedas avec coussin d'air intégré et tatouage sur le mollet. Voilà, et ça m'amuse beaucoup, parce que c'est comment introduire avec très peu de mots, parce que le théâtre c'est aussi des effets de condensation maximaux, c'est-à-dire que dans le roman on a le droit à la digression, on peut aller très loin dans le monologue, dans des moments d'intimité, de monologue intérieur, et avec le théâtre ce qui est très frappant toujours, c'est à quel point chaque mot, chaque phrase compte. La particularité de l'écriture théâtrale, c'est que le théâtre a vocation à être une parole qui doit se dire à voix haute. Et dans l'écriture, c'est évident que cette donnée de base, qui est celle de l'écriture théâtrale, compte énormément. Et l'une des conséquences, c'est que chaque parole, chaque mot, chaque phrase a une importance essentielle. Et ça requiert, de la part de celui qui le dit, une attention très particulière, dans la mesure où la parole qui doit être dite à voix haute doit être comprise par tous ceux qui l'écoutent, et n'est pas une parole que j'appellerais une parole diluée. Voilà, c'est toujours une parole qui est très précise. Cette donnée
me semble très importante si on décide de faire du théâtre avec des enfants ou des adolescents, parce que ça leur apprend aussi qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, que la parole c'est quelque chose qui est très important, qui a des conséquences. Alors dans le théâtre, bien entendu, c'est évident, hein, mais au-delà même du théâtre, ça leur apprend à mesurer l'importance d'une parole qu'ils prononcent. Et je trouve quand même que dans le monde qui est celui qui est le nôtre aujourd'hui, où les enfants et les adolescents sont envahis de paroles multiples, que ce soit celles de la télévision, de la radio, évidemment d'Internet, de Facebook, leurs jeux, enfin ils passent leur temps beaucoup de temps derrière des écrans. Le fait de se retrouver dans une situation vivante, puisque c'est une parole incarnée, et le fait de pouvoir la dire avec précision, c'est un exercice qui me paraît vraiment fondamental, hein, et aujourd'hui très riche. Plateau nu, éclairage de service, un promeneur passe en fredonnant, il sort. Une petite fille entre. La petite fille. Là, c'est la porte. Là, c'est le couloir. Là, c'est la cuisine. Là, c'est la table. Là, c'est la chaise. Lui, c'est mon petit frère, pousse-toi. Là, c'est la fenêtre. Derrière, c'est la mer. Non, c'est la montagne. Non, c'est le désert. Non, derrière, c'est juste un petit pré avec des moutons, un berger et son chien. À la rentrée de septembre, j'ai pu découvrir, comme d'autres éditeurs, bien entendu, que dans les recommandations du ministère en collège, dans les lectures qui sont conseillées, cette année, pour la première fois, le théâtre tient une place très importante. Et on ne peut que s'en réjouir. C'est-à-dire que le ministère de l'Éducation nationale considère enfin, en fait, je crois, deux choses. D'une part, que la littérature dramatique est une littérature à part entière, à moins d'admettre ou de dire que Racine et Shakespeare ne sont pas des écrivains. Donc ça, c'est la première chose, alors que jusqu'ici, il était quasi absent, comme si on avait perdu toute possibilité de penser le théâtre en dehors des classiques qu'il faut étudier, bien entendu, et qui sont extraordinaires, mais comme s'il n'y avait plus du tout de théâtre contemporain, et comme s'il n'y avait pas de possibilité de considérer que toute cette richesse de l'écriture jeune public ne pouvait pas intéresser finalement des enfants et des adolescents. Et je crois que introduire la littérature dramatique, c'est déjà une très grande... c'est une victoire, c'est pas le mot, mais en tout cas, ça a de quoi nous réjouir. Ces recommandations du ministère me semblent répondre aussi à un enjeu que contient le théâtre, d'ailleurs, hein, qui est un enjeu politique. Et que le théâtre permet un apprentissage ô combien important aujourd'hui de la citoyenneté, c'est-à-dire apprendre à s'écouter, apprendre à adresser une parole, apprendre le silence, apprendre l'attention et la concentration, et le bonheur de pouvoir dire les mots des autres et de les faire entendre à tous. Il y a là, très certainement, par l'exercice du théâtre, l'idée d'un partage, l'idée que l'on fasse quelque chose vraiment ensemble. Voilà, et donc de trouver quelque chose qui serait du commun, d'être vraiment, non pas travailler chacun dans son coin ou avoir une lecture qui soit des lectures personnelles, encore que c'est évidemment absolument merveilleux, mais l'expérience théâtrale avec un groupe, c'est pouvoir travailler tous ensemble et dire tous ensemble un texte. Moi, si j'ai des conseils à donner aux enseignants qui s'empareraient de ces pièces, comme à tous ceux qui font du théâtre dans des clubs, en amateur ou sous toute forme que ce soit, c'est d'abord, et c'est devenu maintenant quelque chose de très courant, c'est faire l'apprentissage d'une lecture vraiment à voix haute. Et j'insiste là-dessus parce que souvent, les professeurs, les instituteurs et même au-delà, tous ceux qui sont passionnés par le théâtre, ont un objectif qui est souvent celui du spectacle. De prendre une pièce, quelle qu'elle soit. Alors on a pris, voilà, n'importe laquelle, je pourrais prendre par exemple celle-ci, Sa Majesté des Mouches, qui est évidemment
une pièce de théâtre qui fait référence au livre de Golding, qui est une adaptation du livre de Golding par Golding lui-même. C'est pas tant la question du spectacle qui est intéressante, mais c'est le fait de pouvoir dire le texte en ayant même le texte à la main. Et moi, j'ai assisté à des représentations faites par des enfants et des adolescents où c'est merveilleux de voir tout ce qui se passe simplement avec cet exercice de dire le texte à haute voix, en tenant le texte dans sa main. Parce que on peut faire beaucoup de choses dans la gestuelle avec un livre. On peut ouvrir un livre, et si on apprend à ouvrir tous le livre en même temps, il va se passer quelque chose pour qui regardera et écoutera cette lecture. On peut refermer le livre et le poser, quand ce n'est pas à son tour de parler. On peut le reprendre, on peut le placer, d'une certaine manière, et tous ces gestes constituent en fait comme une sorte déjà de scénographie, de chorégraphie gestuelle qui peut être d'une beauté étonnante. Je l'ai vu par exemple à Toulouse, où il y a eu des expériences, ils ont été très précurseurs là-dessus, c'est-à-dire qu'ils donnaient à des enfants des pièces, et ensuite dans le théâtre de Toulouse, les enfants étaient invités, il y avait une très grande table, et on voyait tous ces enfants assis avec le livre à la main, en train de dire leur partition, et c'est absolument extraordinaire. La deuxième chose, c'est qu'on n'est pas du tout obligé, bien entendu, de donner un rôle à chacun, et on peut, avec une pièce à 3 personnages, moi, par exemple, je l'ai vu avec une pièce, je ne sais pas si je l'ai ici, oui, sûrement, par exemple, j'ai vu cela avec une pièce de Catherine Anne, qui est sélectionnée aussi, qui s'appelle À Annabelle. Dans cette pièce, il y a 3 personnages, et une institutrice à qui j'avais rendu visite me disait « mais avec 3 personnages, comment je vais faire ?» Donc il s'amuse beaucoup à la dire, parce qu'elle est très drôle, c'est une pièce très très amusante, mais il dit « mais comment je vais faire avec 3 pour que tout le monde puisse le faire ?» Alors j'avais travaillé avec les enfants, je leur avais dit « mais vous en pensez quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait inventer ?» Et à la fin de cette... Parce que c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est-à-dire ça. Comment même poser cette question, on est déjà dans le théâtre, on est déjà dans la mise en scène, on est déjà on soulève des problématiques qui sont passionnantes. Et à la fin de la séance, on était arrivé à une conclusion, et j'étais retourné les voir pour voir ce que ça avait donné. C'était un enfant qui avait dit « mais en fait, les personnages sont très particuliers, il suffirait qu'on leur invente un petit truc à chacun. » Ce qu'il voulait dire, c'était un signe reconnaissable. Donc il dit, par exemple, le personnage du garçon, il pourrait porter une casquette. Les 2 filles, il y en a une qui va avoir des couettes, l'autre qui va avoir une fleur dans un coin de ses cheveux. Et ensuite, ils avaient coupé la pièce en différentes scènes, alors que ça n'est pas écrit de cette manière. Donc ils ont eu aussi à inventer un découpage de la pièce, qui est un exercice quand même qui est déjà difficile et très très intéressant. Dans cette pièce, il n'y a pas de scène, c'est une continuité. Et donc, du coup, ils avaient pu jouer la pièce de telle sorte que chaque élève jouait en fait un des personnages en utilisant simplement le signe qui permettait de le reconnaître. C'est-à-dire que, et pour le spectateur, ça ne posait aucun problème. Et on se trouvait dans quelque chose d'extrêmement vivant où chacun pouvait dire sa partition. Et c'était très très intéressant. On peut aussi imaginer comment une parole, un personnage peut être dit avec plusieurs voix, par exemple, c'est-à-dire utiliser la question du cœur. Un personnage, une voix, ça n'est pas automatique dans le théâtre. Je peux aussi décider. Dans cette pièce de Denis, c'est très possible, parce qu'il aime beaucoup, Daniel Denis, les chœurs. Hein, et donc là, c'est une pièce où on peut très bien imaginer que ça peut être joué par 10 personnes, 15, 30, 40, 50, autant de comédiens apprentis ou comédiens professionnels que l'on souhaite. Voilà, il y aurait évidemment d'autres pistes que je pourrais indiquer. Par exemple, je vais prendre un exemple, je donne la question des didascalies, par exemple, est une question qui est passionnante. J'en lis, là, je suis sur une pièce de Catherine encore, mais peu importe. On lit, par exemple, 2 femmes effondrées dans un grand fauteuil, l'air sans la cannelle. Un carillon retentit, les femmes se redressent, entre un homme. Bon, ça semble extrêmement simple. La seule chose, c'est l'air sans la cannelle. Je peux me poser la question, qu'est-ce que je fais avec une indication de cette sorte? Soit je ne le fais pas du tout,
soit j'en tiens compte et je me débrouille pour qu'à un moment, ben, ça sente la cannelle. Donc, ou bien alors je décide, troisième possibilité, que ces didascalies doivent être dits par quelqu'un parce qu'ils méritent d'être dits, parce qu'ils sont suffisamment forts pour mériter justement qu'une parole les prenne en charge. Eugène Durif, La petite histoire. Tronc d'arbre tordu, noir, à la fin de l'hiver. Un cimetière ou un théâtre miniature. Petite lumière de théâtre ou feu follet. Minuscule lumignon. On entend la voix de l'homme qui fait entrer le public dans le théâtre. Là, par exemple, chez Olivier Py, c'est exactement le contraire. Dans une pièce magnifique qui s'appelle L'eau de la vie, on peut imaginer qu'ici, il n'y a absolument pas de didascalie et on peut travailler avec des enfants et des adolescents sur la construction de didascalie dans cette pièce. S'il y avait des didascalies, ce serait quoi? J'espère, vraiment j'espère, que de nombreux metteurs en scène et que de nombreux directeurs de théâtre pourront s'emparer du théâtre contemporain pour le jeune public, parce que je crois que c'est un enjeu majeur dans les années qui viennent.